Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous recevons aujourd'hui une entrepreneure sociale, présidente d'association. Dans l'histoire du Haut Conseil des Maliens établis hors de France, c'est la première femme élue dans près de 80 pays depuis plus de 30 ans. Bienvenue sur Col Roulé. Bonjour Daya Dramé. Bonjour Mickaël. Merci d'accepter cette invitation, de venir sur notre nouveau média, le podcast Col Roulé. On a voulu ce média pour mettre à l'honneur des personnalités engagées à ton image. On se suit depuis quelques années. Voilà, Exactement. on a pu, avec Engagement Francisien, qui était devenu Engagement France Solidarité, apporter notre pierre à l'édifice de tes combats avec donc l'AUDM que tu présides. Et on va revenir un petit peu sur ton parcours. Comment tu es arrivé à devenir un peu une entrepreneur sociale. Comment tu es arrivé à devenir la première femme élue présidente du Haut Conseil des Maliens de France, mais même du Haut Conseil des Maliens établis hors du Mali, à l'extérieur. Et donc, c'est un peu historique, puisque je crois que depuis 1992, depuis près de 30 ans, dans près de 80 pays, 78 pays, c'est la première fois qu'une femme est élue, plus aussi jeune. C'est ça. Donc, on va, voilà, si tu acceptes un petit peu revenir sur d'où tu viens, où tu as grandi, si tu peux un peu nous en dire un peu plus. Où est-ce que tu es né, Dala? Merci Mickaël. Merci de avec me plaisir. recevoir dans tes studios. Avec plaisir. Alors, où est-ce que je suis née? Je suis née dans le 20e. D'accord. Je suis une Parisienne du 20e. J'ai grandi dans le 20e et j'habite toujours dans le 20e. Une 20e du cœur. C'est ça. Parisienne, donc tu as grandi à l'école de la République, Exactement. dans des écoles publiques. Tout à fait. Et donc, c'était quoi le 20e? En quelle année tu es né, même si ça se demande pas, c'est pas très élégant? 78. 78. Ouais. Donc, on est un petit peu avant l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Et donc, qu'est-ce que tu retiens de ta jeunesse? Très, très belle jeunesse. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai grandi dans un quartier tranquille pour moi, et de l'entraide. Une famille aimante, une famille qui m'a accompagnée, une famille qui m'a toujours soutenue, et puis des amis avec qui on grandit. Et puis, à un moment donné, nos chemins se séparent. Et puis, on continue le cheminement de... chacun suit sa voie. L'éducation à la maison, c'était quoi? Alors, dans les années 80. L'éducation... Alors, moi, mes parents sont arrivés... Enfin, mon père, plutôt, est arrivé dans les années 60. Donc, il avait l'éducation du Mali. Je suis originaire du Mali. Des valeurs, c'était le patriarche. Hein, mais pour moi, le patriarche, c'est quelqu'un qui a des valeurs de loyauté, de droiture. Et c'est ce qui nous a aussi transmis, valeurs d'entraide, de solidarité. Et c'est peut-être ce qui m'a aussi poussée à être militante aujourd'hui. Mes parents savaient ni lire ni écrire. Donc, je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé dans tout ce que je fais au quotidien. Hein, puisque quand on a des parents qui ne sont pas lettrés, on devient un petit peu leur écrivain public. Donc, depuis déjà très jeune, c'est moi qui rédigeais leurs documents, je remplissais leurs formulaires. Donc, c'est quelque chose qui est en moi depuis toute petite. Donc, tu as grandi comme ça, une famille de combien d'enfants? Vous étiez combien de frères et sœurs? 4 frères et sœurs? Ouais. Donc, combien de frères? 2 filles, 2 garçons. 2 filles, 2 garçons. La parité, déjà, Ouais. c'est ce qui t'a un peu porté. J'ai voulu faire la même, mais j'ai eu 4 filles. Ah, c'est vrai? Ah là là, comme quoi. Ça marche pas à tous les coups. Voilà. Et tu t'es arrêté, ça y est, c'est fini. Donc une éducation, tu me l'as dit quand même, avec des modèles assez forts. Et maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a travaillé, des fois maman mère à la maison, et puis maintenant à la retraite. Hein. À la retraite, ouais. C'est sûr. Et est-ce que quelque part dans l'éducation que tu as reçue, tu sentais que tu avais une éducation différente du quartier ou du quartier dans lequel tu évoluais? Est-ce que pour toi c'était un peu un privilège et tu sentais qu'il y avait des valeurs assez fortes qui te portaient? Non, pas spécialement. À cet âge-là, je pense qu'on se pose pas la question. On vit la vie qu'on a tous les jours. Et puis on n'est pas malheureux. L'insouciance. Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire à cet âge-là? Alors non. Quand il a fallu remplir les documents d'orientation, moi, c'est ma mère qui m'a conseillé elle m'a dit, fais la comptabilité. Je ne sais pas si elle savait non plus ce que c'était, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a plu. J'ai eu la chance, moi, d'être poussée vers la comptabilité, mais ça m'a quand même plu. J'ai quand même, en tout cas, eu des affinités avec la comptabilité. Donc, j'ai été comptable pendant plus d'une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Ouais.
Et est-ce que tu avais déjà des engagements associatifs à ce moment-là? Plus jeune, non. Alors moi, mon engagement associatif, il a commencé il y a près de 20 ans. Donc j'étais déjà dans la vingtaine, hein. Ah oui. J'ai été accompagnée par, je crois que c'est mon oncle qui m'a emmenée dans une association qui s'appelait l'association ADECIF, l'association pour le développement du cercle de Yélimani en France. Donc c'est une région, enfin c'est un cercle dont mes parents sont originaires. D'une région au Mali? Tout à fait, Ok. la région de Caille. D'accord. Et du coup, j'étais un petit peu bénévole dedans. Et j'ai fini par accompagner un porteur de projet à mon jeune âge qui voulait aller s'installer au Mali pour faire de l'aviculture. Donc moi, Qui avait un lien avec le Mali ou pas du tout? Si, Si, qui était originaire quelqu'un de la même région, du Mali. tout à fait, mais qui voulait retourner pour entreprendre et faire de l'aviculture. Donc on m'a mis en lien avec une association qui s'appelle le SIAD, qui existe toujours, et je l'ai accompagné jusqu'à ce qu'il obtienne une bourse pour pouvoir faire comment on appelle ça, une étude de marché au Mali, puis après on s'est un petit peu perdu de vue. Ok. Mais tu sais si le projet a eu lieu ou Il est parti en tout cas faire son étude de marché. Énorme. Après, on s'est pas revu. Peut-être qu'il est resté là-bas. Tu n'as pas suivi. Ouais, non. Bon, peut-être qu'il t'écoutera C'est ça. Ouais. et on aura écho. Et donc là, t'as quoi? T'as 20 ans à l'époque? Oui, j'ai une vingtaine. Une vingtaine d'années? Ouais. Et quel est le déclic pour te dire, je vais peut-être entreprendre des projets, moi, maintenant que j'ai vu un petit peu, voilà, j'ai observé ce qui se passait dans le monde associatif. À quel moment tu as le déclic et tu te dis, moi aussi, j'ai des projets que je pourrais porter moi-même? Alors, beaucoup plus tard, mais entre-temps, beaucoup plus tard, pas beaucoup plus tard, mais j'ai été souvent, on m'invitait souvent dans des événements associatifs, dont un, c'était, je crois, en 2013, on m'a convié à un débat si on peut appeler débat, non, je ne sais pas comment je peux appeler ça, en tout cas, une discussion. Une table ronde, une discussion. J'étais spectatrice, hein, j'étais pas... Donc j'ai écouté, c'était par rapport au Conseil des Maliens de France où le bureau devait se renouveler en 2014. Donc de fil en aiguille, de discussion en discussion, de rencontre en rencontre, j'ai fait partie de la campagne de 2014. Donc de l'ancien président? Pas l'ancien président, mais une personne qui était candidate. Qui était candidat. Candidat, un homme. Donc ouais. tu portais les drapeaux derrière un homme candidat. C'est ça. Et donc, qui n'était pas le candidat sortant, qui était un nouveau candidat. En plus, il n'a pas gagné les élections. Il est arrivé deuxième en 2014. Deuxième sur combien? Sur 4. Sur 4. Bon, donc pas mal. Pas une victoire, mais un challenge. Tout à fait. Voilà, donc là, tu as quoi? Donc là, tu as une trentaine d'années. Oui, presque. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, tu goûtes un petit peu la politique, puisqu'on est quand même sur de la politique institutionnelle. On se rapproche de l'institutionnel. Oui, on se rapproche de l'institutionnel. Après... Il faut savoir qu'en 2014, ce bureau était exceptionnel. Il y a un accord qui avait été signé et cette personne pouvait désigner des personnes en tant que membres du bureau à la proportionnelle. Donc, pour comprendre, donc, le Haut Conseil des Maliens de France, ça représente plus de combien? 700 associations? Actuellement, 780 associations à jour de leur cotisation. Donc, chaque association paye une adhésion. Tout à fait. Et qui après ils votent pour un représentant, un bureau national, un bureau exécutif ou national, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ce même au Conseil malien de France, donc vous représentez, c'est quand même fou, plus de 700 associations. Est-ce qu'on a une idée de la communauté malienne, ça représente combien de personnes en France à peu près? Alors le chiffre n'a jamais été donné, mais on est très nombreux. D'accord, mais on sait à peu près, vous avez quand même une vision, une expertise à peu près du nombre de Maliens en France ou d'origine, qui se disent originaires du Mali ou qui culturellement sont attachés au Mali, à peu près. Le chiffre exact, on l'a jamais, en tout cas moi je le donne pas, parce qu'on n'a pas de chiffres sur lesquels on peut se baser, mais je sais qu'on est sûrement la deuxième communauté en France. Mais vous savez quand même à peu près combien de personnes qui sont liées à l'adhésion ou qu'on ait une vision liée à toutes ces familles, à toutes ces associations? Alors les associations, dans le Haut Conseil des Maliens de France, c'est uniquement les associations qui votent. D'accord. Donc, on a 780 associations. Après, il y a du monde derrière. Et eux, ils regroupent des adhérents. Pas forcément des familles entières, mais c'est des adhésions individuelles. Après, on représente également, au-delà des associations, on représente également toute la diaspora malienne de France. C'est important. C'est énorme. Donc, c'est quand même, on est en millions de personnes. Est-ce qu'on peut compter en millions? Un million, pas loin. Pas loin du million de personnes.
Donc il y a quand même une charge morale et on reprend de la confiance d'une diaspora et d'une communauté qui vit en France, sur le sol français. Est-ce que tu as conscience du poids que représente un tel conseil à l'époque, où tu te dis, bon, bah, c'est un acronyme et c'est peut-être pas autant d'associations. Est-ce que tu te rends compte à l'époque du poids que représente cette structure? À l'époque, il n'y avait pas autant d'associations qui avaient adhéré. Je crois qu'il y en avait peut-être 300 et quelques ou 400. Ok. Après, est-ce que j'avais conscience du poids? Pas spécialement. Ça ne m'a pas spécialement frappé, mais je sais quand même que ça représente une grande partie, une grande population. D'accord, voilà. Donc tu as quand même ce. Voilà. Et quand tu as ce premier rapport avec cette élection, pourquoi soutenir ce candidat et pas un autre? Qu'est-ce qui t'avait, les valeurs qui t'avaient animé? Ok. Ouais, c'est son programme qui m'a convaincu, et lui-même dans ses valeurs, ses valeurs se rapprochaient des miennes. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc la mission du Haut Conseil, c'est quoi? C'est de représenter une parole auprès des pouvoirs publics, auprès de. Tout à fait. On fait le lien donc entre l'État, la société civile, et l'État français et l'État malien. Faut savoir que le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, je crois que j'ai déjà dit, c'est une association d'utilité publique au Mali et qui est rattachée au ministère des Maliens établis à l'extérieur. Donc tu as cette représentativité dans les deux pays, et vous dépendez donc de ce ministère des Maliens établis à l'extérieur. Et tu me disais, il y a 78 pays. Tout à fait. Et donc Dalla, donc ce Haut Conseil des Maliens de France dépend du ministère du Haut Conseil des Maliens établis à l'étranger. Donc c'est plus de 78 pays. Vous avez donc des rapports avec les 78 autres pays. Comment se passe un peu la communication? Nous, on a plus des rapports avec la maison mère qui est à Bamako. D'accord. Et on a le président qui chapeaute tous ces 77 pays. Mondial. Donc qui est un ministre, qui est un président d'association, qui dépend du ministère? On a donc notre président qui est en lien direct avec le ministère des Maliens de l'extérieur. D'accord. Donc nous, si on a des problématiques ou des choses, on les remonte à notre président national qui lui transmet au ministère. Et pareil pour les 78. D'accord, donc c'est des mandats de combien de temps? Donc tu m'as dit 2012 ou 2013 l'élection? Non, 2014. 2014, ouais. Donc il y avait l'élection, donc le candidat vainqueur. Comment s'est passé donc c'est un mandat de combien de temps quand il a été élu? 5 ans. D'accord. Donc on arrive en 2019. Arrive une nouvelle élection. Exact. Et donc on est juste avant le Covid à peu près? Ouais, c'est avant le Covid, juste avant. Juste avant le Covid? Ouais. 2019, j'ai voulu être présidente. Enfin, j'ai voulu me présenter déjà dès 2019. Ça a pas, on m'a demandé de retirer ma candidature pour ne pas disperser les voix. Donc j'ai accepté, je me suis rallié au précédent président. Qui était différent de celui d'avant encore ou... Tout à fait, celui d'avant, il ne s'est pas représenté. D'accord, il ne s'est pas représenté. Il a pas... D'accord, et donc toi, il faut savoir que arrive le Covid. Alors nous on se connaissait à peu près un peu avant le Covid, sur des actions notamment sur la UDM. Exact. Alors la UDM, qu'est-ce que la UDM? Parce que tu es présidente, tu es entrepreneur social. Oui. Même si le Haut Conseil, tu arrives dans ta vie à connaître un peu ce Haut Conseil des Maliens de France, toi tu es en fait une des associations adhérentes à ce Haut Conseil des Maliens de France. Tout à fait. Et donc qu'est-ce que la UDM? Alors, la UDM, je l'ai créée en 2017, fin 2017. Alors, c'est Association pour l'unité et le développement du Mali. Donc, à la base, moi, je l'ai créée pour promouvoir la culture, notre histoire du Mali. D'accord. Parce que j'estimais que nous, moi, je suis issue de la deuxième génération, j'estimais qu'on n'était pas assez informés de notre histoire, notre patrimoine culturel du Mali. Donc, j'ai souhaité vulgariser un petit peu nos belles histoires du Mali, en parlant que positivement. Et on a eu des grands rois au Mali, et j'estime qu'on devait aussi, on avait le devoir même nos parents nous l'ont enseigné. Donc maintenant, à nous, comment l'enseigner à nos enfants, je ne vais pas dire petits-enfants, mais nos enfants, les petites sœurs, les petits frères, pour qu'ils se sentent eux aussi... je ne sais pas, peut-être qu'ils se sentiront mieux, peut-être dans leur peau, si ils savent qu'ils ont des grandes histoires. Donc lié au patrimoine, à l'histoire et à la culture. Tout à fait. Et donc via quoi? Via des événements, via des... Via des événements. J'avais fait, juste avant le Covid, en 2018, si je me souviens bien, le Festival international du Mali à Paris. Et c'était sous la thématique Histoire, mythes et traditions. On avait un conteur, un joueur de kora, des danseurs dogon sur des échasses. Donc c'était aussi pour
perpétuer notre... Tout ce qui est lié au folklore fait. de la culture malienne en France. Ouais. Et donc, succès, ça s'est bien passé. Oui, c'était super. On voulait refaire une deuxième édition. Le Covid est arrivé. Et donc, tu as aussi une mobilisation là, sociale qui est assez importante à ce moment-là. Tout à fait. Où tu vas te structurer. Très rapidement, ouais. À la base, franchement, c'est une idée qui était venue des jeunes dans le quartier que j'habitais. Ma fille et des jeunes de son entourage. Ils ont fait le constat que ils voyaient souvent des personnes âgées aller acheter des denrées, mais qui avaient aussi la peur d'y aller parce qu'à ce moment-là, le Covid, on ne connaissait pas. On avait peur. Je ne sais pas si tu te souviens, mais moi, j'avais des gants. On allait faire les courses, on revenait, on passait les affaires à l'eau de Javel, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'étais devenue parano, limite. Ah oui. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas aider les personnes âgées plus particulièrement. Et ils se sont rendus compte également qu'il y avait pas mal de gens qui avaient plus de revenus, ou une baisse de revenus par rapport à cause du Covid. Donc, ils se sont dit, on va organiser, est-ce qu'on peut organiser avec ton association des collectes alimentaires. Donc, ils ont fait appel à des dons avec des affiches sur les réseaux, et puis ils les ont collés aussi dans des immeubles. Et grand succès, les gens ont adhéré à l'idée. Donc, on a reçu pas mal de dons. On a eu un prêt de local par la mairie, où on stockait les denrées alimentaires. Et de là, maintenant, les bénéficiaires, comment ils ont essayé de les recenser, puisqu'il ne fallait pas avoir de contact avec les gens à l'époque, ils faisaient un interrogatoire, mais en tout cas, ils interrogeaient les gens par téléphone, et puis pour voir s'ils étaient dans le besoin pour pouvoir bénéficier d'un colis alimentaire. Et ce sont les jeunes du quartier qui allaient livrer. À l'époque, c'est les jeunes qui livraient chez les personnes qui étaient dans le besoin. Et donc, quelque part, tu te rends compte que dans une mission au départ d'une association qui est liée au culturel se réoriente. Et donc, on se remet un peu en question. On vient puiser en nous des ressources. Parce qu'aussi, tu travailles à ce moment-là, commence le confinement. J'étais confiné. Voilà, confiné. Et donc, tu arrives quelque part à être poussé dans tes retranchements, à aller chercher l'aide de chacun, parce que c'est un projet collectif, mais qui est sur tes épaules en tant que présidente. Et donc, tu vas créer une épicerie solidaire à ce moment-là. C'est ça. On a collecté pas mal de denrées. À l'époque, on distribuait toutes les semaines. Et c'était vraiment uniquement les gens qui faisaient des dons. Ou des personnes comme toi, tu étais venu nous faire des dons aussi par rapport à ça. Et oui, et Engagement Francilien à l'époque, Engagement France Solidarité. Et franchement, les gens étaient contents parce que ça faisait une différence, parce que c'était des produits de beauté. Donc, ça changeait des pâtes et du riz que nous, on offrait. C'est vrai qu'après, on n'offrait pas des trucs extraordinaires, mais au moins, les gens avaient quelque chose dans l'assiette. C'est sûr. Ouais. Et est-ce que aussi le fait que ce Covid-là soit arrivé dans ce malheur, il y avait un peu une vocation et une concrétisation de t'arriver quelque part à t'aligner avec tes valeurs et à te dire, ok, c'est peut-être aussi le social que je voulais faire. Et, tout à fait. Et donc, tu as réussi à un petit peu concrétiser ta volonté de donner dans la cité avec cette crise pandémique très dure. C'est quoi la plus belle anecdote que tu retiens de ce moment-là? Alors, anecdote, belle anecdote. En fait, à chaque fois qu'on avait des dons, limite, on avait les larmes aux yeux. Parce que se dire qu'il y avait une telle entraide entre personnes issues du même quartier, en plus, souvent, c'était des gens avec qui on n'avait pas forcément de conversation. Et le Covid nous a réunis autour. Ça crée du lien social. Ouais, ça a créé du lien, vraiment. Ça, tu l'as ressenti. Ça a créé du lien, mais ça a aussi mis l'accent sur un problème qui était là et qui était caché. Parce que je pense que le fait que les gens ne mangeaient pas à leur faim ne datait pas du Covid. Ah oui. C'est juste qu'on le savait pas, le Covid l'a mis à il y avait une omerta, un peu des non-dits. Ouais, et ça continue. Nous, on a des voisins, des voisines qui n'avaient pas à manger. Ouais. Et ça, vous ne le saviez pas avant? Non, on ne le savait pas avant, des gens qui ont des petites retraites. C'est catastrophique. C'est un fléau. Et ça continue. Hein. Bien sûr. La UDM existe toujours. Donc, est-ce que quelque part aussi, ça a permis de faire connaître la UDM à des personnes qui n'étaient pas du tout maliens, qui n'étaient pas du tout liées à l'association? Parce que, en fait, c'est une œuvre malienne, mais au service de tous. Mais on a changé nos statuts. Ah, en plus. Bah okay. Oui, parce que du coup, on n'était plus dans les objectifs du début de
de l'association. Donc, on a réadapté nos statuts à notre activité qui est devenue notre activité principale. Qui est le social et les remises de colis solidaires ou voilà, de nourriture. Donc, le local est toujours dans le 20e? Toujours dans le 20e, pas là où tu étais venu, mais pas très loin. Ah, ok, d'accord. Ouais. Oui, parce que donc fallait aussi le plus dur, c'est de trouver un local. Donc, c'est quoi? C'est les partenaires étatiques? C'est la mairie de Paris? C'est la mairie du 20e. Mairie du 20e. Ouais. Qui nous avait prêté à l'origine le local. Donc, on payait les charges. Et là, ils nous ont attribué, ça doit faire, je sais pas, peut-être 2 ans ou 3 ans, un local. Parce qu'ils se sont rendus compte de, y a un besoin, de l'utilité. C'est une catastrophe. Nous, on allait jusqu'à plus de 300 colis par semaine. Et donc à destination de 300 familles ou de... C'est un colis par Un colis par famille. Et donc denrées alimentaires. Ouais, première nécessité, produits bébés. Produits bébés. Et donc, tu me disais que tu savais pas forcément avant le Covid que ces gens nécessitent... on ne faisait pas attention, je pense. Voilà, chacun peut vivre chez soi. Qu'est-ce que ça a développé chez toi, le fait d'être confronté à cette misère sociale et à cette misère humaine? Plus de compassion. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'était pas avant, mais faire plus attention aux gens qui habitent autour de nous. Parce que nous, on avait l'habitude de faire des projets au Mali. C'est bien, et c'était notre objectif principal. Et puis, si on peut le faire, on continuera toujours à le faire. Hein. On a envoyé des poteaux panneaux solaires pour donner de l'éclairage dans les villages. Sauf qu'ici, des personnes ne mangeaient pas. Nous, une fois, ce qui m'a un petit peu donné l'envie de continuer, parce qu'à la base, c'était que temporaire. Il y a une maman qui est venue une fois au local, qui a toqué à la porte. Elle voulait juste un yaourt pour son enfant qui n'avait pas mangé. Et nous, nos enfants, c'est je veux pas ça, je veux pas ça, je veux le McDo. Et même mes enfants, ils m'ont dit, franchement, on a de la chance. J'ai dit, ouais, vous avez de la chance. Tu manges ce que tu veux. Maman, papa travaille. Ouais. Et dans nos réalités, on s'embourgeoise sans s'en rendre compte. C'est ça. Et quelque part, on est confronté aussi à la misère humaine. Est-ce que des fois, tu as pas envie de te préserver et de te dire, c'est bon, j'ai assez conscience qu'il y a de la misère autour de moi, j'ai aussi besoin de... Ouais. On ne peut pas, surtout que c'est dans un quartier où tout le monde se connaît. Il suffit que tu passes... Là, on a un petit peu réduit parce qu'il y a moins de dons vu la conjoncture économique actuelle. Mais on peut pas. Et qu'est-ce que ça te fait de devoir dire non des fois? C'est compliqué. Aujourd'hui, c'est combien de refus? Nous, on s'est limité à 60 colis tous les 15 jours. Donc ça veut dire que, par exemple, si tu disais que tu donnais 300 colis par mois ou par semaine? C'était 120 toutes les semaines. Ouais, c'était 400, presque 500 par mois. D'accord. Donc là, maintenant, tu es à 60 tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Donc tu es à 120. Donc tu dis non à la moitié des personnes en vérité. Mais on est obligé de... Enfin, c'est malheureux, hein, mais c'est sélectionner... Avoir des quotas. Ouais. Des quotas. Donc il y a quoi? Des assistantes sociales? Des assistantes sociales? Non. Après, nous, on a de la chance, là où nous, on est, d'avoir plusieurs structures qui font de l'aide alimentaire. Donc vous êtes complémentaires? Ouais. Vous répartissez les familles? Ouais, mais même... Ça ne suffit pas. Donc le besoin ne suffit pas. Donc c'est quoi? C'est un abandon de l'État? C'est le fait que quel est le bilan à adresser de ce constat social? Je ne sais pas si c'est un abandon de l'État, parce qu'il y a plusieurs types de... Il y a plusieurs... Comment je peux dire? Plusieurs situations qui entraînent ces situations. Oui. Une personne âgée, je ne sais pas moi, qui a l'âge de ma mère, par exemple, 80 ans, qui a une retraite de 400 €, et comment on fait pour loger et vivre? Elle a travaillé toute sa vie, il n'y a pas de complément de revenus. On ne peut rien faire de plus. On ne peut pas l'orienter vers une formation ou vers un emploi. C'est pas possible. Elle est condamnée à vivre et condamnée à survivre. Exactement. Après, les plus jeunes, on peut les orienter vers un emploi, les conseiller. C'est plus la situation des personnes âgées, moi, qui est préoccupante, et les personnes âgées isolées qui ne peuvent pas se confier aussi. Oui. C'est un accompagnement parce que la nourriture ne fait pas tout. Tout à fait. Et des personnes âgées aussi qui ne souhaitent pas être accompagnées. Ça, nous, on l'a vécu. Qui ne souhaitent pas être accompagnés. Donc, un refus de recevoir une aide. Est-ce qu'au-delà de la nourriture, vous arrivez à les accompagner sur d'autres leviers comme l'aide psychologique? Non, parce que nous, on n'a pas développé ça dans notre structure. Après, on fait de l'accès au droit.
Ça, on peut le faire. Après, on les oriente vers des structures, vers des centres sociaux pour qu'ils puissent leur apporter l'aide que nous, on ne peut pas donner. Donc le Covid passe, tu t'es confronté voilà, à cette succession de cas et, sociaux, on peut le dire, hein, très compliqués, à l'extrême précarité. Tu n'étais pas confronté à ça avant. À quel moment tu te dis, c'est moi maintenant qui dois être candidate au Conseil moyen de France, et quel est le déclic pour te dire, parce que tu ne l'étais pas durant 2 mandats candidate, ou du moins tu avais retiré ta candidature au profit d'un candidat. À quel moment tu te dis, maintenant je ne vais pas laisser les autres C'est durant le mandat de 2019. Moi, j'en suis venue au constat que quand je me suis engagée pour qu'il y ait des choses qui soient faites, qu'il y ait du changement. Et vu que ce changement, moi, je ne l'ai pas vu, qu'il n'a pas été opéré, et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas, avec une équipe derrière moi, pourquoi pas me lancer et puis accompagner les Maliens et proposer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui manquait? Voilà. En tout cas, je n'étais pas contente du mandat. Tu n'étais pas contente du mandat, et tu pensais que tu avais en toi les capacités de pouvoir apporter un nouveau vent de fraîcheur. Et donc, il n'y avait donc aucune femme sur les 78 pays. Est-ce qu'il y avait eu des candidates qui avaient perdu dans d'autres pays ou pas? Non. À ma connaissance, aucune femme s'est présentée avant, en tout cas, mon élection. Et lors de l'élection de 2024, on était 2 femmes candidates. Ah, ouais. Ok. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est toi qui as un peu créé cette vocation à... Non, peut-être pas, mais non, c'est... Peut-être que tout le monde voulait le changement, même les Maliens. Si tu vois qu'ils ont élu une femme, c'est qu'ils voulaient le changement. Ils voulaient le changement. Il faut qu'on donne ce changement. Et donc, tu incarnes les changements. Donc là, on est en 2024. Non, on est en quelle année? Ouais, 2024. Les élections, c'était le 30 juin 2024. 30 juin 2024. Donc, on va fêter bientôt tes 1 an de mandat. Est-ce que tu croyais vraiment qu'on pouvait élire une femme? Parce qu'il y a quand même une misogynie qui était peut-être culturelle, peut-être déjà en France, voilà, ça existe. Dans les sociétés occidentales, ça existe. Est-ce que dans la culture malienne, est-ce que dans ce haut conseil, tu croyais pouvoir être élu ou pas? Est-ce que tu y croyais? Bien sûr. Ok, tu croyais à la victoire? Quand tu y vas, c'est pour gagner. Ouais, c'est intéressant. Ouais, on a passé des nuits blanches. C'était une campagne très rythmée, très difficile. Et puis, c'est vrai que ce qu'on entendait de l'autre côté, les échos qu'on entendait, c'est pas une femme, quoi. Ah oui? Ouais. Ah, donc tu ressentais quand même, malgré ta volonté de gagner. Après, moi, ça glisse. Hein. Ok. Mais donc quoi, comment on fait? Tu vas parler, comment on parle à plus de 700 associations d'un coup? Faut faire campagne. C'est comme une campagne en politique. Il faut aller parler aux associations, il faut parler... Voilà, il y a des regroupements aussi d'associations. Il y a des associations qui sont plus importantes que d'autres. Tout à fait. Donc, on allait les voir et puis on présentait le programme. Et donc, une victoire à quoi? Salutaire, à combien de pourcentage? J'étais élu à 34%. Ok. Ouais. Donc, sur 2 tours? Non, sur un tour, parce que au niveau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, de l'extérieur ou de France, c'est un scrutin majoritaire à 1 tour. D'accord. Ouais. Et donc, tu as élu à la majorité. Ta prise de fonction, est-ce que tu t'attendais à... Tu m'as dit que tu t'attendais à gagner parce que tu allais prendre la victoire, mais est-ce que tu savais que ça allait être aussi difficile de prendre quelque part tes fonctions? Du tout. Tu savais pas à quoi t'attendre? Non, moi je pensais que surtout le président sortant avait fait un discours mémorable le jour de l'élection. Donc franchement, je ne m'attendais pas à tout ce qu'on a rencontré par la suite. D'accord. Et donc, ces 700 associations, une fois que tu es élu, quel est le rôle de la présidente du Conseil des Maliens de France? Déjà, on s'est présenté, j'ai formé le bureau, parce qu'il faut former un bureau avec différents secrétariats et des commissions. Et la nouveauté, nous, on a mis aussi en place des délégués de zone, parce que c'est vrai que la majorité des Maliens, on est concentré sur l'Île-de-France, mais on a décidé de désigner des délégués dans les provinces, mais également aussi dans chaque département d'Île-de-France. Comme ça, la remontée d'informations en cas de problématique, elle est beaucoup plus rapide et on peut agir directement. Et des voyages au Mali, je suppose? Oui, des voyages au Mali prévus et qui ont eu lieu. Bon, après, c'était
c'était pas dans le cadre. Si, c'était dans le cadre du Haut Conseil, mais c'était pas dans les actions du. Enfin, c'était pas pour une action précise là-bas, mais oui. D'accord. Donc, tu t'es rendu là-bas, tu as rencontré le ministre en place et Alors, le le président. ministre, non, mais je ne suis pas resté très longtemps, mais le président, oui. D'accord. Et On donc, est en contact, est-ce que tu le connaissais déjà avant? Oui, je l'avais déjà. D'accord. Et le fait que ce soit une femme qui soit élue Ah bah c'est dans l'histoire du Mali et du Haut Conseil, c'est une fierté, et puis c'est une première. ah oui, c'est historique. Ouais, Et donc, tu as ressenti là-bas au Mali quand même que ça a eu de l'écho ou Oui, pas? et puis même ici, hein. Même ici, les gens étaient très contents vu que c'est eux qui ont voté. Et tu as de la famille au Mali toujours? Oui. Et alors eux, comment Enfin, de la famille. Oui, de la famille. Sinon, éloignés? mes parents sont ici. Éloignés ou pas forcément Ouais, proches? pas forcément proches, mais ouais. Et comment tu as ressenti dans leurs yeux Ah, une fierté. C'est vrai? Ouais. C'est plus fier que moi. Madame la présidente. Madame Ils la m'appellent tous Madame la C'est Présidente. vrai, Ouais, voilà. non, Donc, c'est ouais. une fierté de la famille de Ramé. Puis même les enfants. Et quelle plus-value, quel impact tu penses pouvoir avoir sur ton environnement là-bas ou ici en tant que présidente? Après, c'est toutes les actions qu'on va mettre en place. Après, on fait habituellement, nous les Maliens, on a l'habitude de contribuer au développement du pays. C'est ce qu'on fait. C'est ce que nos parents ont fait, c'est ce que nous aussi on a refait. Par contre, on est une forte diaspora qui est ici. Je pense il faut aussi qu'on pense à nous ici. Je dis nous, je m'inclus dedans. Oui. Parce qu'on a des deuxième, troisième, et je crois qu'il y a même des quatrième générations. Donc il faut aussi les accompagner, ils ont besoin de nous. Donc, Et c'est quoi les besoins? Les besoins de toute autre association ou de toute autre population a besoin. Ça peut être du social, ça peut être des colis alimentaires. J'ai transmis le virus de. Ah, ça y est. Ouais, ça y est, j'ai transmis le virus. On a distribué il n'y a pas longtemps des colis alimentaires. On a distribué pareil des produits hygiéniques pour les femmes et les enfants dans un foyer de femmes. Donc la précarité menstruelle, ouais. un des combats du Haut Conseil au-delà de la UDM. Oui, bien sûr. La UDM. Est-ce que quelque part tu as pu ressentir, même si c'est peut-être trop tôt au bout d'un mandat, mais des vocations politiques que d'autres femmes s'investissent et prennent la tête de projets? Oui. Oui, il y a il y a des femmes qui sont aussi engagées et j'espère qu'elles s'engageront encore plus loin que moi. Ça ouvre quelque part un peu la voie à ce que d'autres femmes s'engagent également. Ouais. Et dans les autres pays, dans les 78 autres pays, est-ce que ça a eu écho que en France, c'est quand même l'une des plus grandes diasporas, c'est une femme qui soit élue? Est-ce que ça casse pas un peu les préjugés et des vieux bricards qui sont là depuis beaucoup d'années et qui... Je pense que ça va. Après, il y a eu des élections, mais j'espère qu'il y aura des femmes candidates aussi dans les autres pays où on est représenté. Oui, et est-ce que quelque part, le Haut Conseil en France peut porter cette voix et peut en faire un combat? Ou pas forcément, et pour toi, c'est la compétence qui prime, et c'est pas forcément les femmes à mettre en avant pour... Non, après, je pense que faut que ce soit déjà une volonté personnelle. Il ne faut pas pousser les gens à aller au-delà de ce que... S'ils n'ont pas la volonté, il ne faut pas les pousser. Mais si ils ont la volonté, en tout cas, moi, je serai là pour soutenir et puis accompagner. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune femme qui veut s'engager dans l'associatif ou même dans la politique institutionnelle? Il faut y aller. Il n'y en a pas assez. Les femmes sont majoritaires sur la Terre. Il faut y aller. Ah oui. Chacun prend sa place. Et qu'est-ce qui explique selon toi, par exemple même sur le podcast, on a beaucoup de mal à trouver des femmes qui acceptent de venir parler de leur engagement, de qu'est-ce qui les a poussées un peu à entreprendre socialement. Qu'est-ce qui explique selon toi qu'on a plus d'hommes qui acceptent tout de suite de venir au micro parler de leur engagement et qu'on a du mal à convaincre des femmes à leur dire mais non, mais c'est ton témoignage, ton parcours nous intéresse. Et à chaque fois on a des refus, on dit non mais c'est pas intéressant, j'ai rien à dire. Je pense que c'est l'humilité. De manière générale, les femmes, elles ont cette humilité de ne pas se mettre en avant. Or que moi non plus, moi aussi j'aime pas être devant les caméras. Moi j'aime bien être la petite main derrière. Mais on se travailler dans l'ombre. C'est chaleureux ici, il n'y a pas de... Oui, qu'elles n'hésitent pas, parce que ça va aussi donner envie à d'autres femmes, d'autres jeunes filles aussi de s'engager, que ce soit dans l'associatif ou dans la politique ou autre chose. Je pense qu'il faut qu'elles acceptent
de se mettre à découvert pour que ça donne aussi envie à d'autres de le faire. Est-ce que ça inquiète des fois ta famille ou ta maman, par exemple, qui peut te dire Dalla, tu t'exposes là, il y a quand même ces messieurs face à toi, c'est des grands messieurs dans la communauté, tu viens déranger ces gens-là. Mais bien sûr, à un moment donné, ça inquiète. Hein, et puis, même au-delà de la famille, parce que en 2019, on a eu des menaces. Là, pareil, cette année, j'ai dû déposer des mains courantes. Ouais, donc c'est quand même un milieu de tension où la menace, l'invective et l'intimidation sont des armes mais faut rien lâcher. contre les ambitions. Ouais. Si tu es sûr de toi, on va aux élections, et puis voilà. Est-ce que tu as des moments où tu as douté? Non. Là, cette année, non. Ah non. Je me suis dit, vous êtes contre moi, c'est que, voilà. C'est que tu es dans la bonne voie. C'est ça. C'est fou, ce moment de... Et est-ce que des personnes dans ta famille se sont fâchées ou ont dit, écoute, là, tu vas trop loin ou jamais? Non. Franchement, j'ai été encouragée. Ok. Ouais. Donc, tu as eu quand même ce vent de poupe. Ouais. Et la plupart des personnes qui m'ont encouragée, ce sont des hommes. Ah oui? Ouais. Et plutôt les femmes qui sont... Ouais, qui ne se prononcent pas forcément, mais poussées par des hommes. Mais qui sont dans un schéma peut-être de se dire, faut qu'on reste à notre place, ou il y a encore peut-être des vieux préjugés qui sont intégrés en certaines femmes. Bien. Bah, peut-être, oui. Mais tu arrives à casser par tes actions et ton combat un peu ces préjugés et cette faculté à faire intégrer à des femmes qu'elles sont pas capables, alors qu'en fait, elles sont capables. C'est des vrais leaders. C'est quoi les projets du Haut Conseil en France? Projets du Haut Conseil, donc déjà au niveau de l'accompagnement administratif, on a un gros boulot à ce niveau-là, tant côté malien que côté en France ici. S'intéresser à la jeunesse et les accompagner, peut-être mettre en place, comment on appelle ça, de l'accompagnement à la scolarité pour une réussite éducative, les faire rêver, parce qu'il faut rêver. Ah oui. Les jeunes, il faut qu'ils rêvent et qu'ils puissent aussi les accompagner à accéder à leurs rêves. Je pense que ça, il faut et leur dire aussi qu'ils sont capables. Ils sont capables de tout, ils peuvent réussir comme toute autre personne. Est-ce que quelque part, tu n'as pas trouvé un peu cette réponse à cette volonté de donner du rêve et de concrétiser des projets éducatifs et de carrière à ces jeunes par ta nouvelle étape professionnelle, puisque tu n'es plus comptable aujourd'hui? Donc, tu as décidé de rejoindre un organisme d'État, public, je pense. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement. Alors, moi, je suis coordinatrice insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi, donc à l'agence Oriane, qui est l'agence de l'orientation et de la promesse républicaine. Et l'idée, c'est comme tu dis, d'accompagner les personnes, faire des formations, mais dans le but qu'ils aient accès à un emploi qui leur plaît, les accompagner effectivement dans leurs rêves. J'ai la chance, moi, d'avoir un directeur général que je ne vais pas citer, mais qui est formidable et qui nous pousse et puis qui est là pour accompagner tout le monde. Donc, c'est aussi, en tout cas, s'il faut choisir entre la comptabilité et mon métier actuel, je prends mon métier actuel. Tu as trouvé du sens dans ce parcours professionnel et quelque part, ce que tu n'as pas réussi encore, même si c'est un projet, de concrétiser des projets d'insertion pour les jeunes d'un point de vue associatif, l'outil politique et l'outil public et la chose publique te permet aujourd'hui, avec des moyens d'une administration publique, de pouvoir réaliser ces projets pour ces jeunes et leurs rêves. Tout à fait. Donc, quelque part, c'est complémentaire et tu te rends compte que l'associatif et l'État, c'est un peu lié. C'est un peu lié, bien sûr. C'est une relation qui permet de concrétiser aujourd'hui. Donc, on peut retenir un peu du positif quand même dans la chose publique et dans le politique. Bien sûr. C'est que le politique permet quand même à des projets associatifs de se lier. Comment tu es arrivé à ce bouleversement, à cette réorientation dans ta vie professionnelle? Parce que tu avais un métier, une place, on va dire, chaude. Bien sûr. Ouais, j'étais dans un bureau. Et puis là, c'est vrai que... Comment je suis arrivée là? J'ai postulé quand l'agence Oriane a été créée. J'ai eu la chance d'être recrutée.
Et j'ai la chance aussi d'avoir une équipe, enfin je suis dans une équipe qui est formidable, on vient tous d'horizons différents et c'est ce qui fait aussi la richesse, je pense, de l'agence Oriane. On fait beaucoup de terrain, donc on va beaucoup dans les associations, on échange avec eux et puis on met des choses formidables en place, comme là, je ne sais pas si tu as entendu parler de la battle de la promesse républicaine. Qu'est-ce donc? Alors, c'est une compétition saine, on va dire, entre. Oui, battle, parce que battle, c'est un peu. C'est le mot un peu sexy qui permet de. Voilà. C'est ça. On met en compétition des associations qui, eux, ont pour obligation de sourcer et d'accompagner des jeunes vers des dispositifs d'insertion ou vers l'emploi, âgés entre 16 et 25 ans, pour qu'ils puissent trouver leur voie. Et c'est des jeunes en situation de décrochage scolaire. D'accord. Et donc, ça a été lancé quand? L'année dernière, on a fait la première édition et cette année, on vient de terminer la deuxième édition. D'accord. Donc, des gagnants? Des gagnants, des associations qui sont donc en compétition. Donc, on en a eu 14. Donc, ils avaient un palier minimum de mettre en formation minimum 15 jeunes. Une fois qu'ils ont mis 15 jeunes en formation, ils peuvent passer sur la deuxième étape où on met là, cette fois-ci, les jeunes en compétition. En compétition sur une épreuve sportive qui est le golf. Donc, ils sont confrontés à un sport qu'ils ne pratiquent pas forcément. Ils se disent, oh, c'est pas fait pour nous, mais finalement, ils se prêtent bien au jeu. Ils sont très bons également. Une épreuve d'éloquence sur une thématique qui est définie. Et on a eu des choses formidables. C'est vrai? Ah ouais, non, mais. Qu'est-ce que tu retiens l'histoire la plus folle de ce. Quand tu vois un jeune issu d'un quartier en jogging basket, mais qui te sort un texte, un texte poétique, tu dis waouh, vraiment. Ça casse les préjugés. Ça déconstruit les préjugés. Exact. Et donc des jeunes de tout horizon d'Île-de-France. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils gagnent à la fin? Qu'est-ce qu'ils ont gagné ou Alors, les associations, elles ont une rétribution financière par rapport au nombre de jeunes qu'elles ont accompagnés et mis en formation. Et les jeunes, les 3 premières équipes, ils ont 1 500 € par jeune. Bien. Deuxième équipe, 1 250 € par jeune et 1 000 € par jeune pour la troisième équipe. Bon, troisième équipe du podium, gagnante. Et donc, les associations, même qui ont perdu, elles recandidatent après? Est-ce que Alors, l'année dernière, nous, on a eu cette année 2 associations qui ont recandidaté. Mais sinon, à part, c'était que des nouvelles associations et toute l'Île-de-France était représentée. On avait au minimum une association par département. Ah oui? Ouais. Ok. Donc, tu sens quand même que tu impactes ton environnement directement et que tu as une influence directe sur l'écosystème autour de toi. Qui a eu l'idée de ce projet? Le directeur général. Ah, d'accord. On ne citera pas, mais il y a voilà. des idées vraiment. Après, nous, on est les mains qui mettent en œuvre. Bon, sans le dire, c'est quelqu'un du milieu du sport de haut niveau, donc il a ce côté challenge, on va dire, sans le nommer, mais en donnant des indices. Très belles idées. On a vraiment de la chance de l'avoir comme directeur général. Super. Et donc, tu le connaissais d'avant, avant qu'il te recrute, ou comment? On s'est déjà croisés, mais pas plus. Pas plus que ça, on n'avait jamais travaillé ensemble. Donc tu regrettes pas d'avoir mis de côté pendant un temps qui est peut-être définitif, mais en tout cas permanent, ponctuel, le bureau et la comptabilité. Qu'est-ce que tu as appris qu'est-ce que tu apprends tous les jours? Qu'est-ce que tu retiens de cette administration publique? Parce que c'est un monde peut-être plus structuré qu'une association. C'est-à-dire que tu arrives quand même avec un cadre, une hiérarchie, des process. Des comptes à rendre, peut-être une visibilité sur plus d'années. Qu'est-ce que tu retiens de ce monde public que tu côtoies depuis peu? Qu'est-ce que je retiens? Beaucoup de choses, beaucoup de possibilités. Et comme j'accompagne les associations, moi, je pense que c'est ce qui me va le mieux. Et je sais. Mais en tout cas, c'est du positif pour l'instant. Que du positif. Je me lève le matin, je suis super contente d'aller travailler. T'es heureuse d'aller travailler. Et est-ce que tu es amené à dire non à des associations? Est-ce que parce que comme au même titre que lorsque pendant le Covid, tu devais dire non à des familles parce qu'il n'y avait pas assez de moyens, est-ce que tu as plus de moyens dans le public pour aider les gens? Est-ce que qu'est-ce qui change si on devait comparer l'associatif et la chose publique?
où tu vois qu'il y a une... Il y a un cadre à respecter. Voilà. Dans l'associatif, on peut passer outre certaines règles, puisque c'est nous-mêmes qui les mettons en place, mais dans l'administration, on ne peut pas. Il y a des règles qui sont là. S'il te faut tel document, il te faut tel document. Si tu ne l'as pas, c'est de l'argent public. Et bien sûr. Et donc, tu es comptable un petit peu de... Tu es toujours comptable, en bien fait, sûr. de rendre des comptes. Oui, tout à fait. Tu es comptable d'un bilan à rendre avec des objectifs à réaliser. Qu'est-ce que tu, aujourd'hui, pourrais apporter en plus avec cette expérience du public, même si elle est modeste, à l'associatif? Est-ce que tu as l'impression que tu peux faire des ponts? Est-ce que tu t'es rendu compte d'idées que tu n'avais pas ou d'ouverture de possibles que tu n'avais pas dans l'associatif que tu pourrais mettre en place? Est-ce que ça t'a aidé à trouver d'autres... Déjà bien nous structurer, parce que là, on sait comment il faut qu'une association soit structurée au mieux et pour le bien de l'association. Hein. Donc ça t'a apporté un peu de la rigueur pour apporter à ce sujet-là. On le disait, tu as grandi dans une famille avec une rigueur assez forte, avec des parents quand même très investis qui voulaient le bonheur de ta réussite, certes, mais aussi de rester une ligne directrice et de rester un petit peu droite dans tes valeurs. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'avoir respecté un peu le deal et que ce passage de relais, il est... Parce que maintenant, tu es aussi maman. Est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi ça? D'être à la hauteur de leurs espérances? Si, je pense que oui. Et ton mari, donc ça, parce que tu es quand même une femme hyper investie avec un agenda et un... Lui, il est père et mère. Ah, ok. Il a les deux rôles. Parce que du coup, tu n'es pas présente... je suis présente, mais... tu es très présente pour les autres. Oui. Mais est-ce que quelque part, à force d'aider tout le monde, tu t'oublies pas un petit peu toi et ta famille? Si. Comment que m'appelle ma belle-sœur là? Elle dit que j'ai un syndrome, là, j'ai oublié. Syndrome du sauveur. Ouais, c'est ça. Syndrome du sauveur. Ouais. Quand on t'appelle, tu sais pas dire non. Ah non, je sais pas dire non. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon, après... Et tes enfants, ils vivent comment? Ils ont quel âge maintenant? Ça va. Hein. Alors, 25, 23, 25, 23, 9 et 7. Ah oui. Ok, c'est une petite... Il y a encore des petites. Des petites. Et alors, 7, c'est quand même jeune. D'avoir maman qui est quand même là, beaucoup présente pour les autres. Ça te fait pas un petit pincement au cœur des fois de dire je suis pas avec nos petites? Si, mais des fois, par exemple, sur les distributions alimentaires, moi je les emmène. Ah voilà. Donc ils voient maman s'investir. Ils collectent. Ils passent sur la collecte. Puis c'est aussi leur montrer que on n'a pas tout ce qu'on veut quand on veut. Et ils sont aussi, ça les, comment dire, ça les conscientise aussi. Et tu disais tout à l'heure, on a de la chance à la maison d'avoir quand même... Je veux pas des pâtes aujourd'hui, je veux des frites. Ouais. Donc ils réalisent. Et est-ce que tu sais si dans leur choix de vie, à l'heure actuelle les plus grands, mais les plus jeunes, est-ce que du coup la vocation sociale ou caritative, tu sens que ça animait en eux quelque chose ou pas? En fait, j'ai engrainé tout le monde, moi. Ah voilà. J'ai engrainé mon frère, ma belle-sœur. Tu as transmis ce syndrome du sauveur ouais, un peu à tout le monde. Hein. Un peu à tout le monde. Ouais, tout le monde met la main à la pâte. Ça fait des petits. Ouais. Au niveau de l'agence, il y a eu déjà 2 prix de réaliser. Quelle est la suite de cette agence? Quels sont les projets à venir? Et vous dépendez aussi d'un agenda d'une élection, parce qu'il y a quand même un conseil régional élu. Alors vous dépendez du politique, une vision politique, je suppose. On est employé, ouais. Voilà. Fonctionnaire, employé... Contractuel, oui, contractuel, d'accord. Mais vous dépendez d'un agenda politique, vous avez une capacité d'agir. Quelle est ta capacité d'action auprès de cette agence? Nous, moi, je mets en place les plans d'action. Après, toutes les idées, c'est notre directeur, et puis on échange ensemble, et puis on voit comment on peut les mettre en place. Est-ce que tu as réussi à faire des liens entre ce poste un peu de contractuel, mais au service d'une structure étatique, avec le Mali, où c'est pas du tout lié et il n'y a pas de possibilité? Non, alors peut-être qu'il y a des possibilités, mais j'ai pas creusé cette question. Et pour l'instant, il n'y a pas de coopération décentralisée avec le Mali. C'est pas quelque chose qui existe. Mais c'est possible. Quelque chose qui pourrait exister dans le temps. Bien sûr, parce qu'en plus, le conseil régional a déjà, comment on appelle ça? Comment ils appellent ça? Des coopérations internationales. Ouais, avec la région diplomatiques, des jumelages qui existent. Oui, avec plusieurs villes. Tu l'avais déjà connu ça aussi dans le 20e. Sûrement le 20e, il y a aussi peut-être une grosse communauté mayenne. Oui, il y a une communauté.
des coopérations existent avec le Mali non, ou pas dans du le tout? 20e. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être un des projets que tu... Mais pourquoi pas, soit le 20e. Montreuil, c'est déjà fait. Enfin, il y a d'autres villes qui sont en coopération. Mais carrément. C'est quelque chose qui est possible. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Plein de bonheur et puis... Belle chose. Ouais. On a un peu une tradition dans l'émission. C'est un peu de te demander si tu devais parler d'Adala Dramé, qui a grandi dans le 20e, qui est avec ses frères et sœurs, son frère, sa sœur et ses 2 frères. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire à ton toi, mais jeune, qui grandit dans la vie, qui va devenir comptable? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ah ouais, bonne question. Qu'est-ce que je pourrais me conseiller étant petite? Eh ben, vis tes rêves. Comme dirait notre directeur général, comment il dit? Faut pas rêver sa vie, il faut vivre ses rêves. Ce sera un beau message en tout cas. Et ben, merci Dala de nous avoir laissé un peu découvrir ton parcours, tes engagements, connaître un peu comment tu es arrivée à devenir la première femme dans l'histoire du Haut Conseil des Maliens établis hors de France depuis plus de 30 ans, depuis 1992, parmi 78 pays. Et de peut-être offrir l'opportunité, pas forcément à des femmes, mais à des jeunes filles ou des jeunes garçons de s'investir dans l'association. Et c'était un peu le but du média. C'est un peu pour ça que Col Roulé, derrière un titre un peu ironique, de s'intéresser au parcours de vie et d'engagement. Donc merci beaucoup Dala. Ben, merci à toi Mickaël. Et à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, X, YouTube et Spotify. À très bientôt sur Col Roulé.